Conférence de presse du directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé de Pointe-Noire. Il n'y a pas eu de mort ressuscité. Le nôtre dont nous parlons, quand il est arrivé ici, il était déjà décédé, donc il n'était plus en vie. Les images n'ont jamais présenté le corps. Et s'il y a eu résurrection, où se trouve le ressuscité? Le ressuscité ne peut pas se retrouver à la mort. Il serait en famille, ou peut-être continuer à prendre les soins dans une structure de santé. Et tout cela, c'était tout simplement pour nuire. Pour dire qu'à l'hôpital Cissé, on envoie les gens vivants à la morgue. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un miracle. Ce n'est pas dans ce sens-là. Puisqu'il y a eu des témoignages, il y a eu des réactions controversées. Cette phrase a été lâchée par Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé, au cours de la conférence de presse qu'il a organisée ce samedi 14 janvier 2023. But. Le dernier incident en date, et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le fameux corps qui se serait réveillé dans le corbillard en date du 8 janvier 2023. Femmes et hommes des médias, nous vous avons appelé pour vous associer à notre combat qui consiste à redonner à l'hôpital général Adolphe Cissé son image de marque, à lui permettre de remplir de façon sereine les missions qui sont dévolues, à savoir notamment assurer le diagnostic, la surveillance, le traitement des malades, des blessés, des femmes enceintes et aussi faire la recherche. Mais bien plus, pour que vous parliez aux populations de cette ville qui se livrent allègrement aux mensonges, s'éloignant de tout discernement. Oui, bien que l'information a circulé sur les réseaux sociaux, le personnel soignant ne reconnaît pas avoir vu le mort se ressusciter. Le dimanche 8 janvier 2023, jour du dépôt de corps sans vie. Servet Junior Bassela, médecin généraliste, médecin de garde, donne sa version des faits. Le dimanche 8 janvier, j'étais de garde. Donc j'étais arrivé à 18 h et mon prédécesseur m'a présenté les cas, comme d'habitude. Les cas qui posaient problème, les corps en dépôt qu'on avait reçus et toute situation compliquée pendant la permanence. Donc j'ai reçu des consignes. Après quelques temps, j'ai commencé à recevoir des entrants qui arrivaient au fur et à mesure et s'occuper des malades qui étaient dans le service. Donc un corps en dépôt qui était arrivé à l'hôpital aux environs de 16h30, 17h. Donc un patient en provenance de l'extérieur, donc de la cité, qui est venu à l'hôpital, dont le médecin qui assurait la permanence avait confirmé le décès. Après avoir examiné le malade, il avait annoncé aux parents. Et le jeune qui était venu était accompagné de sa sœur. Donc c'est sa sœur qui est arrivée. La sœur a reçu la nouvelle. La sœur a appelé les parents qui étaient à la maison pour leur faire état de ce qui s'était passé. Alors en entendant la famille, la sœur était dehors pour que la famille décide un peu ce qu'ils vont faire, appeler le corbillard et amené à la morgue. Lorsque la famille est arrivée, le chef de famille bien sûr, ils ont décidé d'appeler le corbillard. Le corbillard était venu 30 minutes après. Et lorsqu'ils embarquaient, donc ils ont pris le corps qui était là, ils ont emballé, ils ont amené dans le corbillard. Alors le mouvement qu'ils ont effectué, étant avec le cadavre, pour soulever et mettre dans le corbillard, ce petit geste-là a produit un mouvement. Il y avait certains gardes malades qui étaient dehors, les gardes malades, ceux qui avaient des malades dans la salle de déchocage, dans d'autres salles. Ils ont aussitôt crié. Donc il y avait des cris de joie.
ils ont crié, ils disaient que le corps vivait encore. Donc la personne n'était pas morte. Une personne a crié, ça a provoqué l'agitation et tous ceux qui étaient dehors, tous ceux qui venaient d'autres services et tout l'hôpital finalement s'est retrouvé aux urgences. Et nous aussi, comme on était dedans en train de consulter d'autres malades, on a demandé qu'est-ce qui se passait. On nous a expliqué, dans le corps qui était là, c'est finalement ressuscité. Et nous, on est sortis, il y avait tellement de gens, il y avait tellement de monde, il y avait de chants de louanges, il y avait de cris de joie, il y avait d'accusations, disant que c'est ce que vous faites à tout moment. En réalité, la personne n'était pas morte, vous avez déclaré un décès. C'est pas bien, l'hôpital était accusé. Alors, sous la pression, les gardes malades, donc l'ensemble, ceux qui étaient dehors, la foule, a demandé qu'on ramène le cadavre dans la salle d'examen pour qu'on lui mette de l'oxygène, qu'on le réanime parce qu'il vit encore. Alors, c'est la population, donc pas la famille, la population a ramené ce cadavre au sein de la salle d'examen. Lorsqu'ils ont amené ce cadavre, moi j'étais là, les Somaquais sont arrivés, on a essayé un peu de mettre de l'ordre, on a repoussé les gens, on a laissé 2 témoins, donc c'était les gens de la famille. Donc le chef de famille, y compris la sœur qui avait amené le cadavre, donc le corps à l'hôpital. Le monsieur, en tout cas, ne bougeait pas. Donc c'est un monsieur qui était déjà dur, rigide, une main qui était presque suspendue, qui était là, qui ne bougeait pas. Et moi, je leur ai demandé, mais vous avez dit qu'il respirait, qu'il vivait, mais essayez un peu de voir qu'est-ce qui nous prouve ce que vous disiez là-bas. Et c'est la dame qui avait amené le corps qui prend la parole. En réalité, moi, je sais qu'il était mort. Moi, je sais, je reconnais qu'il était mort. Mais ce sont des gardes malades, des autres malades qui ont vu, c'est eux qui nous ont signalé. Et quand nous sommes arrivés, il n'y avait rien. Mais comme les gens ont vu une main bouger, bon, le mouvement qu'ils ont effectué, c'est ça qui a créé un peu l'agitation. Donc je l'ai encore réexaminé devant tout le monde. Il n'y avait en tout cas rien. Donc la main dure, il y avait absence de tout signe de vie. Et finalement, nous avons dit qu'il est décédé, il n'y a rien. Le corbière est arrivé, ils ont pris le corps, ils ont emmené. Donc en bref, c'est ce qui s'était passé. Malgré ce que nous avions fait, il y avait toujours des gens qui ne croyaient pas et ce qui a même conduit un autre garde malade à faire des massages cardiaques sur le cadavre pendant au moins 1 heure du temps ou 45 minutes qui n'a abouti à rien. Et finalement, ce que nous disions était vrai. On l'a amené à la morgue, il était décédé. Afin de comprendre le contour de cette affaire qui vient ternir l'image de ce premier centre hospitalier du département de Pointe-Noire, les chevaliers de la plume et du micro ont soulevé toutes les préoccupations qui font mauvaise réputation à ce dit centre. Après avoir enregistré les préoccupations des journalistes, Lambert Chakirou a répondu. En commençant par la première question posée par M. Stéphane, pose la question de savoir, le jour où s'est passé le drame, où est-ce que vous étiez, monsieur le directeur général? Il dit, le jour où s'est passé le drame, le directeur général n'était pas dans la ville. Le directeur général était en mission à Brazzaville. Nous avions été invités pour les vœux au président de la République. Et je suis donc rentré le mercredi. En rentrant le mercredi, le même jour, j'ai organisé une réunion. On a fait appel à tous les sachants pour savoir réellement qu'est-ce qui s'était passé. Et il fallait donc qu'on puisse donc recueillir toutes les informations afin qu'on puisse faire appel à la presse et pour pouvoir également donner une réponse à cela. Vous avez également voulu savoir si au niveau de l'hôpital, nous avons sanctionné les gens. Et il y a bien des notes qui le prouvent ici. Depuis que nous sommes à la tête de cet hôpital, il y a ceux qui ont été sanctionnés, ceux qui se sont mal comportés envers les malades, ceux qui ont voulu rançonner les malades. Et ceux-là ont été sanctionnés, ils ont été renvoyés de l'hôpital. Monsieur Crépin a posé le problème de la salle pour les corps en dépôt. Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, nous avons hérité d'un hôpital pavillonnaire qui a été construit en 1930. Et il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, nous avons plusieurs services en création.
où il y a même manque de place. Et l'hôpital Assissé, vous le savez très bien, il est le plus grand hôpital au niveau de la partie sud du pays. Il vient en seconde position après le CHU. Mais l'hôpital Assissé également demande beaucoup de moyens. Quand je parle beaucoup de moyens, parce qu'on a fait le plaidoyer pour l'amélioration des conditions d'accueil au niveau de l'hôpital. Mais nous avons travaillé également dans ce sens. Et notre plan d'action renferme tout cela. Comment on peut déclarer que le patient est mort? Le patient, quand il arrive, il y a ce que nous avons quelques paramètres à observer. Il y a le pouls que nous observons. Je le pointe pas en désordre. Il y a la tension artérielle. Quand le malade est présent, son cœur bat. Et à l'extérieur, la façon de déterminer que le cœur bat, c'est à travers la pression artérielle. Mais quand il est imperceptible, ça veut dire que le cœur a cessé de battre. On ne s'arrête pas là. Il y a l'auscultation. On prend le stéthoscope, on ausculte le cœur pour voir si le cœur bat. Si le cœur bat, il y aura des battements. Mais si le cœur ne bat plus, ça veut dire que la personne a cessé de vivre. Nous avons vu que notre malade déjà avait, quand il a été consulté, il y avait déjà une rigidité cadavérique. Pas seulement au niveau de la nuque, mais déjà au niveau des parties extérieures. Donc ça veut dire que le corps, quand on essaie d'élaborer, de voir scientifiquement l'heure du décès, ça peut remonter déjà à pratiquement 8 heures. Et nous sommes également dit, les malades, quand ils viennent à l'hôpital, généralement, quand ils arrivent, ils ont déjà perdu de l'argent des cliniques périphériques, au niveau des cabinets médicaux. Quand ils arrivent ici, ils viennent des mains vides. Ça, c'est la triste réalité. Mais au niveau de l'hôpital, nous sommes en train de nous organiser. Avoir un compte spécifiquement pour les médicaments, un compte uniquement destiné aux médicaments, et former les trousses d'urgence dans les milieux où on doit agir de façon urgente, tels qu'au niveau des urgences chirurgicales, au niveau des urgences gynécologiques, au niveau de la néonatologie, au niveau des urgences pédiatriques. Pour que quand il y a une situation, l'hôpital prend d'abord rapidement en charge, au moment où nous parlons, je ne sais pas si le matériel est déjà arrivé, puisqu'il avait déjà été commandé. Donc, il ne reste plus que le matériel arrive dans nos mains, qu'il soit dédouané pour qu'on puisse commencer à travailler dans ce sens-là. Je pense que par rapport à ce genre de situation, ou même les cas de décès, on avait écrit au préfet. Et le préfet a convoqué tous les dirigeants des cliniques, tous les dirigeants des cabinets, et nous étions tous présents. Il a attiré l'attention de tout ce monde. Que nous sommes tous formation sanitaire. S'il y a, quand on prend en charge, on doit savoir s'il y a lieu de faire la référence, on doit savoir à quel moment faire la référence. Mais comme les autres ne veulent pas voir ou entendre parler des décès dans leur formation sanitaire, quand ils trouvent que là, on est déjà à un point de non-retour, alors ils mettent le malade dans un moyen pour dire à Assissé. Mais quand le malade arrive à Assissé, même si le malade arrive encore en train de respirer, mais il respire seulement pour un certain moment. Parce que nous sommes déjà arrivés à un point de non-retour. Il peut rester 1 heure, 2 heures, peut-être même 3 heures, peut-être même... Mais à un certain moment, le malade finit toujours par mourir. Et c'est le Assissé qui porte maintenant tout ce fardeau. Mais quand on essaie de voir le pourcentage d'admission et le pourcentage le taux de guérison, le taux de guérison est largement au-dessus. Mais ça montre bien et bien qu'au niveau de l'hôpital Assissé, il y a un travail qui se fait. Ceux qui ont des mauvaises images pour l'hôpital Assissé, je pense que c'est mieux de les enlever. Parce que Assissé, c'est l'unique structure qui détient plus de spécialistes, qui détient la technologie. S'il y a des petits problèmes internes, ça, nous sommes en train de les arranger au fur et à mesure pour assainir le plateau technique, pour assainir, en gros, en totalité, Assissé. Docteur Steve Kibongu, chef de service des urgences médicales
et le docteur Charlie Elenga Bongo, directeur des affaires médicales, collaborateur immédiat de Lambert Chakirou, ont respectivement éclairé la lanterne publique sur tout ce qui se dit du centre hospitalier. Je reviens beaucoup plus sur les questions des stratégies. Et le DG a essayé d'expliciter ce qui se fait déjà. L'administration en place, qu'il a donc mise en place, n'a que bientôt une demi-année. Lui-même, il est arrivé, ça fait plus d'une année. Et je pense qu'ensemble, dans une vision, nous sommes en train de bâtir les stratégies. Et on a ce qu'on appelle un plan. Ça ne s'exécute pas en 2 jours. C'est tout un processus. Dans ce processus que nous voulons ici au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé, avec pour devise initiale, redonner donc confiance à la population de Pointe-Noire, je pense qu'il y a 2 facteurs qu'il faut analyser. Il y a les facteurs intrinsèques qui concernent nous, l'hôpital, mais il y a aussi les facteurs extrinsèques qui concernent tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, je pense aussi à vous la population, je pense aussi à vous la presse. Nous en subissons assez, nous en avons subi, et la dernière goutte qui a débordé le vase a aujourd'hui voulu qu'on convoque cette conférence de presse. Que l'administration met en place des stratégies. Ce qui est de la prestation médicale, c'est surtout la formation. Nous avons repris avec nos formations, et ce, de façon rigoureuse, pour que tout médecin soit en mesure de bien poser un diagnostic de tout patient qui arrive dans toutes les disciplines qui peuvent exister. Et c'est une stratégie qui sera gagnante puisque, arriver de nuit aux urgences, avec une hypertension, ou je ne sais pas avec quel coma, de quelle étiologie, on peut bien vous recevoir et bien orienter le traitement. De ces formations, il découlerait ce que j'ai ici en main, ce que nous avons appelé les chariots d'urgence, que le DG vous a dit, que nous allons constituer. Et là, on devrait tirer votre attention, puisque ces fameuses fake news disent bien que nous, ici à l'hôpital, on a des injections létales que nous faisons aux populations pour mourir. Quand nous allons bâtir cette stratégie, quand elle va payer, quand nous allons former telle ou telle spécialité, dirait qu'il faut tel ou tel médicament aux urgences de l'hôpital à Cissé. Vous arrivez, malgré vos statuts, précaires ou pas précaires, nous sortons nos services d'urgence pour faire les soins. Il faut que vous sensibilisez les populations, pour dire aux populations que quand on vous soigne à l'immédiat, c'est parce qu'on a détecté une pathologie qui mérite tel traitement. Ce n'est pas une injection létale. Et en cela, il nous faut la communication. Donc les agents de santé qui doivent bien communiquer avec les malades pour essayer de pallier à ces problèmes. Nous perdrons, c'est sûr. J'ai dit à mes confrères, celui qui vient, il doit être traité à l'immédiat, même s'il n'a pas l'argent. Donc nous vous prendrons comme des témoins, revenez peut-être quelque temps après, mais que l'on ne salisse pas autant l'image de l'hôpital. Parce que l'hôpital n'a qu'une seule vocation, c'est soigner. C'est l'unique vocation de l'hôpital, c'est soigner. Donc en cela, je pense qu'il y a un grand travail. Je le fais déjà en tant que directeur des affaires médicales auprès de mes confrères. C'est de la conscientisation. Et ça passe par la formation et ça passe par la communication. Et après, derrière tout ça, ceux qui sont à rattraper, qui véhiculent toujours les antivaleurs, vous l'avez dit, certains sont frappés. Et on ne le fait pas parce qu'aujourd'hui, on est devant vous. Vous êtes venus, vous avez lu sur mon tableau là-bas qu'il y a un médecin qui a été sanctionné. Mais on le fait, ce n'est pas dissuasif, c'est réellement dire que quand on passe à côté de cette profession, on peut recadrer les choses puisqu'il y a un règlement intérieur qui régit cet hôpital. Nous sommes l'hôpital à Cissé, j'ai écrit sur mon bout de papier, nous sommes comme un océan. L'océan draine tous les fleuves. Les marigots tombent sur les fleuves, ça arrive à Cissé. Nous recevons tout le monde. Nous avons toutes les spécialités de médecine. Donc pour dire, même quand la population de Pointe-Noire ne veut pas venir à Cissé parce qu'on ira mourir, ce qui n'est pas réel, même si vous passez par l'hôpital général de Ngoyo ou de Luandjili, il peut arriver qu'on vous réfère aussi à Cissé pour nécessité. Nous sommes les hôpitaux de Pointe-Noire, nous avons vocation de traiter. Et dans cette vocation, chacun de nous ne se dira pas meilleur que l'autre. Nous vivons tous les mêmes réalités. L'idéal, c'est soigner les populations de Pointe-Noire et du Congo. Il y a une question qui a été posée sur la salle d'observation des corps en dépôt. Je pense que c'est une réflexion qu'avec la direction que nous sommes en train de mener pour voir comment nous allons faire pour aménager une salle pour permettre à ce que ces choses se fassent. Parce que lorsqu'il y a un décès, ça suscite toujours l'émoi. Même avec les malades qui sont autour, les gardes malades, ceux qui ont été dans la même salle, ça peut choquer ceux qui sont là. Et nous avons même des malades qui viennent pour des contrôles, mais qui peuvent rencontrer ce genre de situation. Et c'est toujours pas bien. Chacun a une sensibilité. Lorsqu'il y a un décès, on ne réagit pas tous de la même manière.
Concluant la conférence de presse, le directeur général a rassuré à l'opinion nationale et internationale qu'il ne faillira pas à ses devoirs. Nous pouvons, une fois de plus, vous rassurer que l'hôpital Assissé ne faillira pas à ses devoirs. On ne peut pas quitter au niveau 0 pour atteindre le sommet. Et nous sommes en train de monter, nous arriverons. Et tout cela, ça sera pour le bien de la population et pour le bien de l'humanité.